Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce soir, l'ouverture ce lundi de la 29e conférence des parties COP29 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Bakou, en Azerbaïdjan. Sur place, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Koné Tiemoko-Meïlie, conduit une importante délégation ivoirienne. La direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l'ONU effectue une visite de suivi et d'évaluation en Côte d'Ivoire. En ligne de mire, l'analyse des menaces terroristes pour maîtriser les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Et puis ce drame survenu à Isabré, village à quelques 20 km de Gagnoa, où plus de 20 personnes ont trouvé la mort hier dimanche à la tombée de la nuit suite à une violente collision entre deux minicars. Une tragédie pour une famille entière qui était dans l'un des véhicules. La direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l'ONU effectue une visite de suivi et d'évaluation en Côte d'Ivoire. L'équipe des Nations Unies avec la partie ivoirienne procède notamment à l'analyse des menaces terroristes pour maîtriser les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Plusieurs rencontres avec des structures nationales et des visites de sites stratégiques sont prévues, comme nous le montre Salif Yalekwe et Chèque Bleu. La direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour une mission d'évaluation. Durant 4 jours, ces experts vont échanger avec plusieurs responsables et visiter les sites stratégiques du pays. Cette mission est conduite par la sous-secrétaire générale du DECT, la direction exécutive du Comité contre le terrorisme, Nathalie Germain, qui en donne les motivations. Nous sommes ici aujourd'hui pour poursuivre le dialogue entamé en 2018 et pour tirer les leçons de l'expérience ivoirienne qui a depuis lors à nouveau été victime d'incursions terroristes. Malgré les efforts déployés par les pays de la région et de la communauté internationale, l'Afrique de l'Est continue d'être le théâtre d'opérations de groupes terroristes. Les autorités ivoiriennes, se réjouissant de cette initiative, ont énuméré des actions menées par la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le terrorisme. La CAN, au plan sécuritaire, a été pour nous une vitrine de notre système de défense nationale et de notre système de sécurité nationale. C'est en cela que votre mission vient à point nommé. Elle vient mesurer le chemin parcouru, aiguiser la vigilance de nos services et redynamiser les initiatives en cours. Notre pays a réalisé des progrès substantiels. Toutefois, nous demeurons conscients des défis croissants et des besoins d'adaptation constants pour répondre efficacement à la menace terroriste. Nous saluons l'approche inclusive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité, qui nous encourage à considérer également des thématiques essentielles telles que les droits de l'homme et la question du genre dans la lutte contre le terrorisme. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, perpétrés contre les États-Unis, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution qui, pour la première fois, a porté création d'un comité spécial au sein du Conseil, le Comité contre le terrorisme. On en vient à ce drame survenu à Aïzabré. C'est un village à quelques 20 km de Gagnoa, où plus de 20 personnes ont trouvé la mort hier dimanche à la tombée de la nuit suite à une violente collision entre deux minicars, une tragédie pour une famille entière qui, malheureusement, était dans l'un des véhicules accidentés. Le récit de Pierre Dipomela. Aïzabré, village à 20 km de Gagnoa, dans la région du Go. Une violente collision entre deux minicars a fait plus de 20 morts hier dimanche, aux environs de 19h30. Dans l'un des minicars, une famille de ressortissants burkinabés qui revenaient d'une cérémonie de dot. Ils ne rentreront pas tous à la maison. Le seul rescapé de cette famille brutalement foudroyée par la mort raconte les derniers instants de ce qui devait être un simple retour convivial après une célébration d'un mariage traditionnel heureux. On a fait un convoi pour aller à Mayo, pour faire une dot de ma petite maman.
Et le retour maintenant, on a fini, on a bien fait le retour. Et c'est vrai qu'on a eu un accident sur la route. En dépassant Petit Boaké, le chauffeur a accéléré sa vitesse. Et puis, nos frères disent qu'en tout cas, vraiment, le chauffeur est énervé. Au chauffeur, vraiment, il faut diminuer la vitesse. Et puis, il a accéléré, il a dépassé une voiture. En dépassant la voiture, en venant vers le pont, il y a une tournante là-bas. Voilà, on ne sait pas quand il m'a encore qui vient derrière. Lui, il sait, mais nous, on ne sait pas. Voilà, car maintenant, quand il est arrivé sur le tournant maintenant, voilà un gros car qui vient. Donc, il a essayé de lutter. Il voulait balancer ici. Puis, ça n'en a pas. Et puis, il a sonné pour aller à droite. C'est ça maintenant. Je ne sais même pas comment c'est passé. Puis, il a brosé car là. Il a tété car là. Tous mes frères sont restés dedans. Moi je suis sorti seul. Le commandant du Centre de protection civile du GO fait le point du drame. Nous dénombrons 31 victimes, dont 20 décès confirmés par l'infirmier du centre de santé urbain de Aïzabré et 11 blessés, parmi lesquels nous avons 3 cas d'urgence absolue et 8 en urgence relative. 2 victimes ont été évacuées au centre de santé de Aïzabré et 9 ont été évacuées au centre hospitalier régional de Gagnoa. Face à une telle tragédie, comme Aïzabré en a rarement connu, tout le village est sous le choc. Le chef du village, bouleversé, dénonce l'état des infrastructures routières dans cette partie de la région du GO. Je suis affligé, je suis triste. Et ça apporte de l'eau à notre moulin. Parce que le village est situé sur un tronçon vraiment très droit. On est en train de faire voies et moyens pour qu'on fasse des dos d'âne. Le village même s'est cotisé. Il y a eu beaucoup de circonstances, même au sein du village. Les automobilistes roulent à vive allure, à tombeau ouvert. Nous sommes tous en train de pleurer. Ce malheur-là, il est grave. Il afflige tout le village. C'est une grosse perte. Dans les prochains jours, les familles des victimes devraient recevoir un soutien psychologique et une aide pour organiser les funérailles. Mais pour le village d'Aïzabré, comme pour la famille du jeune rescapé, ce tragique accident est un rappel cruel de la fragilité de la vie humaine et des dangers permanents sur les routes, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, où le trafic se fait plus dense. Je vous propose de prendre à présent la direction de Bakou. C'est en Azerbaïdjan où s'est ouverte aujourd'hui la 29e conférence des parties COP29 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est bien représenté à ce rendez-vous écologique avec le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, qui conduit une importante délégation ivoirienne. Les précisions de Cheikh Raïs et Pierre Dipomela. La COP29 s'est ouverte ce lundi à Bakou, à Azerbaïdjan. 198 pays y sont représentés à ce rendez-vous de haut niveau sur le climat. Le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Koné y représente le président de la République, Alassane Ouattara. Cette participation symbolise l'engagement de la Côte d'Ivoire à porter la voix de l'Afrique dans la quête de justice climatique et de financement spécifique adapté aux défis propres au continent. En effet, les nations africaines et plus largement les pays en développement réclament un soutien financier colossal, estimé entre 1 000 et 1 300 milliards de dollars par an d'ici 2030, pour faire face aux défis climatiques. Cet objectif financier répond aux besoins urgents de transition vers les énergies renouvelables, de renforcement de la résilience climatique et de gestion des impacts des catastrophes naturelles qui se multiplient et s'aggravent, des inondations aux sécheresses en passant par les cyclones. La COP29, qui se déroule du 11 au 22 novembre, se fixe pour mission de redéfinir les mécanismes de financement climatique en faveur des pays en développement. Elle doit impérativement répondre aux attentes pressantes de ces nations vulnérables qui sollicitent des fonds pour accélérer leur transition énergétique, s'adapter au dérèglement climatique et réparer les dommages causés par des catastrophes de plus en plus fréquentes. Les promesses passées, notamment celles de 100 milliards de dollars annuels des pays riches, n'ont pas été tenues, accentuant le fossé entre le Nord et le Sud. Ce contexte ajoute à l'urgence, alors que les désastres climatiques se multiplient à l'échelle mondiale, inondations meurtrières en Afrique et en Europe, tempêtes aux États-Unis, incendies en Amérique du Sud. Les pays en développement, soucieux d'éviter une aggravation de leur endettement, insistent pour que l'aide prenne la forme de dons plutôt que de prêts. La COP29 pourrait donc être un tournant décisif pour instaurer un nouvel équilibre entre engagement financier et responsabilité climatique.
De retour en Côte d'Ivoire, on s'intéresse aux agents des collectivités locales qui lèvent leur mot d'ordre de grève qui était prévu pour prendre effet dès demain mardi. L'annonce a été faite ce lundi suite à une audience à eux accordée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Le point avec Mardoché Kwasi. Les agents des collectivités locales de Côte d'Ivoire sont invités à rester à leur poste demain mardi 12 novembre. Précédemment annoncé pour les 12, 13 et 14 novembre, le mot d'ordre de grève lancé la semaine dernière par la plateforme des syndicats nationaux des collectivités territoriales et l'intersyndicale des agents des collectivités territoriales a été suspendu suite à une audience avec le ministre Vagondo Diomandé en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. Une rencontre qui, au dire des leaders de la plateforme, a abouti à une prise en compte de leurs revendications. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, suivant les instructions de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, transmise au Premier ministre Robert Begré Mambé, nous informe que nos revendications ont été prises en compte et entièrement prises en compte. Il s'agit notamment, en un, du paiement des mesures sociales contenues dans les budgets avant la fin de l'année 2024 avec rappel. Un arrêté interministériel est en cours de signature et viendra régler définitivement cette question. 2. Du paiement des indemnités de départ à la retraite selon le mode de gestion antérieur, donc le mode de calcul ancien. À compter de cet instant, le préavis de grève est suspendu et nous vous invitons à demeurer à vos postes. Nous voudrions, en votre nom, saluer le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, pour sa grande capacité d'écoute et sa disponibilité à contribuer au bonheur de tous les agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Le porte-parole de la plateforme a par la même occasion invité les agents des collectivités locales à une assemblée générale extraordinaire prévue le jeudi 14 novembre prochain à la mairie de Cocody. Eux aussi donneraient tout pour voir leurs conditions de travail s'améliorer. Ils sont exposés à longueur de journée aux produits pétroliers, notamment le carburant. Pourtant, sur leur lieu de travail, dans les stations-service, il est rare de voir les pompistes et graisseurs porter des équipements de protection. Un détail important négligé qui n'est qu'une facette des conditions souvent précaires que décrivent les pompistes dans ce reportage de Nadia Edja et Chèque Bleu. Olivier Oulaï, père de 5 enfants, est aujourd'hui au chômage. Alors que sa santé se dégradait et face aux conditions de travail difficiles à la station-service, ce pompiste graisseur a vu son contrat être résilié par son employeur après qu'il ait posé un préavis de démission de 3 mois. Je leur ai dit vraiment, ma santé ne me répond pas, ça ne me permet pas à 100%. Tout ce qu'ils ont eu à me dire, M. Oulaï, allez-y à la maison, vous traitez. J'ai déposé la demande le 26. Le même 26 que j'ai déposé la démission, j'arrive à la maison, même soir, on m'appelle, M. Oulaï, ok, on a pris hâte de ta démission, c'est plus la peine que tu viennes. Face à ce qu'il considère comme un licenciement abusif, Oulaï va accuser le coup en espérant se relancer avec les droits qui lui seront versés. Mais là encore, une surprise l'attendait. Après 8 ans de service, dont 4 sans aucun contrat clairement défini et 4 autres sous contrat CDI, avec un salaire qui n'a jamais excédé les 90 000 francs CFA, Olivier va recevoir en tout et pour tout la somme de 157 666 francs CFA comme indemnité de licenciement. 157 000 francs comme droit. J'ai pris survenu, c'est parce que mes charges aussi, j'étais dans le besoin, il fallait qu'ils prennent ça pour combler d'autres vides. Comme Olivier, Jocelyne, ancienne pompiste, a perdu son emploi alors qu'elle ne s'y attendait pas. En 2021, après s'être écroulée sur son lieu de travail, la jeune dame dit ne pas avoir reçu d'assistance au point de ne plus pouvoir reprendre le travail. Pendant tout ce temps-là, ils ne m'ont rien versé. Je les appelle, ils me disent d'appeler telle personne, appelle telle personne, appelle telle personne. Jusqu'à présent, rien. Aujourd'hui, là, j'ai des problèmes même pour bien voir. Ma tête me fait mal. Tous les jours, il faut avaler des comprimés, Selon ce médecin du travail,
Ces cas de maladie s'expliquent par la longue exposition au carburant qui peut contenir des produits nocifs tels que le benzène et le plomb. Que le benzène est à l'origine de pathologies cancérigènes et le plomb est aussi à l'origine de pathologies qui peuvent atteindre plusieurs systèmes tels que le système nerveux, le système digestif, le système même respiratoire et même le système sanguin. Au niveau de l'homme, ça peut diminuer le taux de production de spermatozoïdes. Le plomb, par contre, chez la femme, ça peut entraîner des cas d'avortement. D'où la nécessité du port d'équipements de protection. Il doit porter des épis, il doit porter des chaussures de sécurité, il doit porter des lunettes pour ne pas qu'il y ait de jet du produit dans les yeux, pour ne pas qu'ils ingèrent le produit et pour ne pas qu'il y ait de contact cutané avec le produit. Et il doit porter des masques pour ne pas inhaler, parce qu'il y a des masques qu'on appelle des masques filtrants, pour ne pas avoir à inhaler le produit. Pour faire respecter ces dispositions et bien d'autres conditions de travail, les pompistes se sont réunis en association depuis avril 2024. Les pompistes n'ont pas de couverture sociale, de CNPS. Les pompistes ont un salaire en général sur toute l'étendue du territoire de 80 000 francs CFA. Vous voyez, ils n'ont pas de mesures d'accompagnement parce qu'ils n'ont pas d'assurance maladie, ils n'ont pas de mesures d'accompagnement liées à l'inhalation du gaz qu'ils respirent au quotidien sur les stations. Mais au-delà de ça, ils n'ont pas de mesures de sécurité aussi pour les huiles qui manipulent. Depuis sa création, l'organisation est régulièrement sollicitée par ses membres qu'elle accompagne pour le respect de leurs droits. Nous demandons aux employeurs d'ouvrir la porte pour que nous puissions entrer et parler avec eux, avec ces salaires vraiment faibles, avec ces conditions de travail vraiment difficiles, avec la pression, les harcèlements moraux qu'on subit régulièrement. On souhaiterait pouvoir essayer de créer un cadre de dialogue pour que certaines choses soient revues. Pour le président de la Confédération syndicale Plateforme nationale, à laquelle est affilié le SPGCI, ces revendications sont légitimes. Je pense que si nous sommes tous engagés de cette façon-là, ils pourront mieux s'exprimer. Et alors, je suis convaincu que les patrons verront qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, de changer les choses, d'améliorer les conditions sociales. Et nous, en tant que centrale, nous pourrons saisir les autorités, les plus hautes autorités, notamment du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, pour, n'est-ce pas, qu'ils puissent également agir. En Côte d'Ivoire, si les stations-service sont des enseignes de grandes compagnies pétrolières internationales, certaines sont dirigées en gérance libre par des entreprises privées. Quel que soit le type de gestion, les pompistes égresseurs, eux, espèrent voir leurs conditions de travail s'améliorer. C'est une découverte qui a ébranlé la toile. Hier, dimanche 10 novembre, plusieurs publications sur les réseaux sociaux relayaient la découverte de bébés morts-nés à la décharge d'Akwedo, avec un nombre qui variait d'un commentaire à un autre. Face à la rumeur grandissante, le procureur de la République a produit un communiqué pour apporter des précisions, comme nous le montre Nadia Eja. Un mort-né, un avorton issu d'une fausse couche, 10 fibromes, 3 hernies étranglées, un sac contenant plusieurs types de prélèvements biologiques et plusieurs fiches estampillées CHU de Treichville et CHU de Yopougon. C'est le contenu de la découverte macabre à l'ancienne décharge d'Akwedo Village, selon le procureur de la République qui a produit un communiqué pour démentir les rumeurs. Le procureur de la République tient à indiquer qu'il ne s'agit pas de la découverte de 20 bébés morts, encore moins de 200, comme certaines personnes le laissent croire dans des publications sur les réseaux sociaux. Il met en garde tous les auteurs et relais de ces publications sans fondement et informe qu'ils sont passibles de poursuites judiciaires. Une enquête ouverte au commissariat de police du 18e arrondissement est en cours pour identifier les individus ou entités ayant déversé ces déchets médicaux. L'actualité politique pour terminer, Pascal Affi-N'Guessan a été réélu à la tête du Front populaire ivoirien pour un mandat de 4 ans. Le leader du FPI confirme sa place au soir du 5e congrès ordinaire au parti tenu à Yamoussoukro avec 99% des voix, avec son slogan « FPI 2025 rassemblé pour gagner Moussa Nikema ». Réélu avec un large soutien des militants du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan consolide sa position pour un nouveau mandat de 4 ans. Sa victoire à 99% des voix, contre 0,036 pour son adversaire, lors du 5e congrès ordinaire, a réuni de nombreux militants à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, témoignant ainsi de la forte adhésion à sa vision d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Désigné candidat du FPI, au cours du congrès pour la présidentielle à venir, il a mobilisé ses partisans autour du slogan «
FPI 2025, rassemblés pour gagner. Le renouvellement de nos instances spécialisées, les jeunes, les femmes, s'est déroulé avec cette passion qui nous guide toujours dans un esprit positif. 2025 sera l'année de la reconquête, l'année du retour au pouvoir du Front populaire ivoirien. Mon ambition est de fonder une nation africaine démocratique, solidaire, rayonnante et prospère. Nous allons gagner parce que nos compatriotes ont besoin de cette rupture tranquille et nous demandent de savoir l'incarner pour eux, avec eux, tous ensemble. Ce congrès a également permis de renouveler les instances du parti. Paul Afélé Dago a été élu pour diriger la jeunesse du FPI. Ginette Seka Sopou a pris la tête des femmes du parti, tandis que Marcelin Oignet est désormais au poste de comité de contrôle. Ce renouvellement des instances montre une volonté de renforcer et de structurer le parti pour les défis à venir, en ligne de mire, les élections de 2025. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 20h30 avec le sport sur NCI dans NCI Sport. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.